Comme on a du mal à tenir nos résolutions, il est intéressant de trouver des solutions pour augmenter notre self-control. D'après certaines études, il semblerait que prendre un peu de sucre quand on a épuisé notre self-control permet de mieux résister aux tentations. C'est une information diffusée dans des livres qui se sont très bien vendus, comme Le pouvoir de la volonté du chercheur Roy Baumeister ou dans la première édition de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland. On va observer ce conseil à la loupe pour voir si prendre un peu de sucre permet vraiment de restaurer notre self-control. Tout commence avec l'idée que notre cerveau s'épuise quand on l'utilise. Roy Baumeister et ses collègues ont créé une théorie sur l'épuisement du self-control après d'avoir observé qu'on avait plus de mal à accepter un nouvel effort quand on en avait déjà fait un. C'est comme si notre cerveau avait moins d'énergie après d'avoir fait un effort. Il devient plus difficile de, par exemple, résister à une tentation. L'idée de cette théorie est que notre self-control fonctionne un peu comme un muscle et qu'il se fatigue à force de l'utiliser. Si on sollicite notre cerveau, on arrivera à un niveau d'épuisement qui le rendra moins efficace juste après. Dans les premières expériences de Roy Baumeister, l'idée est de comparer deux groupes de participants. Dans le premier groupe, on épuise leur self-control en leur demandant de résister à une tentation. Pendant ce temps-là, le deuxième groupe ne doit pas vraiment faire d'efforts pour résister à une tentation. Puis on les met tous dans une nouvelle situation qui sollicite leur self-control. Et on observe que le premier groupe qui a déjà fait un effort a plus de mal à résister. D'après Roy Baumeister, c'est la preuve que notre self-control s'est épuisé. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette théorie parce qu'elle a été sérieusement remise en question. Mais on va ici se concentrer sur la solution qui a été envisagée pour contrer l'épuisement de notre self-control et qui est de prendre un peu de sucre. Gallio, Baumeister et leurs collègues ont proposé cette idée en 2007 et on va observer les résultats de cette publication à la loupe pour vérifier si c'est vraiment une solution. Voici l'article de Gallio et ses collaborateurs publié en 2007. Donc on va observer cette publication à la loupe pour voir ce qui a permis à ces auteurs d'affirmer que notre self-control est directement lié à notre taux de glycémie. Ils sont partis de l'idée que notre cerveau est un gros consommateur de calories. Donc même s'il ne représente que 2% de notre corps en termes de masse, il consomme à peu près 20% de notre énergie. Et donc ils se sont dit que notre self-control devait certainement consommer une bonne partie de cette énergie également. Ils sont aussi partis de l'idée qu'il y avait d'autres découvertes qui associaient le taux de glycémie avec notre capacité à gérer le stress, qui typiquement demande du self-control. Dans cette étude, ils ont formulé 3 hypothèses pour pouvoir affirmer que notre self-control est directement lié à notre taux de glycémie. La première hypothèse est que la réalisation d'une tâche qui épuise notre self-control est censée réduire notre taux de glycémie. La deuxième hypothèse est que ceux qui ont le plus faible taux de glycémie sont aussi ceux qui ont le plus de mal à réaliser des exercices qui utilisent notre self-control. Et la troisième hypothèse est que boire une boisson riche en calories permet de restaurer notre self-control. Donc si les résultats des études sont cohérents avec ces 3 hypothèses, alors effectivement ça permettrait d'affirmer que notre self-control est directement lié à notre taux de glycémie. Et surtout ça permettrait de trouver une solution pour rétablir notre self-control une fois qu'il a été épuisé, comme par exemple boire une boisson riche en calories. Je vais vous présenter les 9 études qui ont été réalisées dans cette publication. Ça permettra de savoir ce qui a été fait, quels sont les résultats qui ont été trouvés, et ça permettra de mieux comprendre le débat qu'il y a eu par la suite. La première expérience s'est déroulée en 3 parties. La première partie de leur expérience a consisté à évaluer le taux de glycémie des participants. Ensuite, ils ont demandé aux participants de regarder une vidéo qui avait comme particularité d'afficher des mots à l'écran. À un groupe de participants, ils leur ont demandé de se concentrer pour ne pas faire attention aux mots qui apparaissaient à l'écran. Et à un autre groupe de participants, ils ne leur ont pas donné de consignes particulières. Et ensuite, pendant la 3e phase de l'expérience, ils ont réévalué le taux de glycémie. Les résultats de cette expérience sont ici. Donc il y a en rouge le groupe qui a dû effectuer un effort particulier pour ne pas faire attention aux mots qui apparaissaient lors de la vidéo. On voit qu'avant, leur taux de glycémie était de 107, donc ce sont des milligrammes par décilitre de sang. Et après d'avoir regardé la vidéo, ils avaient en moyenne un taux de glycémie à 101.
ce qui est une différence significative. Et pour le groupe qui ne devait pas réaliser d'efforts particuliers, ils avaient avant une moyenne de glycémie à 102 et ensuite ils étaient à 103. Et donc ces résultats vont bien dans le sens de leur hypothèse, c'est-à-dire qu'a priori, épuiser notre self-control ou réaliser un effort cognitif a tendance à réduire notre taux de glycémie. Dans l'étude numéro 2, ils sont partis de l'idée que supprimer nos stéréotypes et faire un effort pour ne pas se laisser tenter par les stéréotypes épuise notre self-control. Et donc ils ont utilisé ça comme procédure. Ils ont refait les 3 étapes qu'on a vues pour la première étude, c'est-à-dire qu'ils ont tout d'abord évalué le taux de glycémie des participants. Ensuite, ils ont mis les participants dans une situation particulière qui les ont amenés à faire un effort de concentration en faisant attention à ce qu'ils disaient. Et ensuite, ils ont réévalué le taux de glycémie. Là, dans cette étude, ils ont rajouté une 4e étape pour classer les participants. Il y a des participants qui ont été en difficulté lors de cette deuxième phase, et il y a d'autres participants qui n'ont pas dû réaliser d'efforts particuliers parce qu'ils ont déjà l'habitude de faire attention aux stéréotypes. On a les résultats de cette étude qui est à droite. Le groupe ici n'a pas de différence significative, c'est ce qui est surligné ici en bleu. Par contre, on voit que les personnes qui ont dû réaliser un effort particulier et qui se sont retrouvées dans une situation où ils devaient interagir avec des personnes qui n'avaient pas la même couleur de peau, eux ont vu leur taux de glycémie diminuer. Donc ces 2 études semblent montrer que lorsqu'on doit réaliser un effort qui nous demande de la concentration, qui épuise notre self-control, on a une réduction de notre taux de glycémie. À partir de l'étude numéro 3, les chercheurs se sont demandé si ceux qui avaient la plus grosse diminution du taux de glycémie après d'avoir effectué un effort étaient aussi ceux qui avaient de moins bons résultats des performances qui sollicitent le self-control. Dans cette 3e étude, ils ont évalué la performance des participants en utilisant la tâche de Stroop. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la tâche de Stroop, c'est un exercice où on voit des mots qui sont de couleurs différentes. Et en gros, l'exercice, c'est de donner la couleur du mot et de s'empêcher de lire. Naturellement, on a tendance à lire et c'est beaucoup plus facile de lire les mots plutôt que de dire de quelle couleur ils sont. On peut très facilement dire orange, vert, rouge, noir, violet, orange. Par contre, ça demande beaucoup plus de concentration de dire bleu, noir, vert, jaune, noir, vert. Les participants devaient donc réaliser cette tâche et s'ils avaient de moins bons résultats, ça pouvait signifier qu'ils avaient plus de fatigue au niveau cognitif. Donc cette 3e étude avait 4 étapes. La première étape, c'était toujours d'évaluer le taux de glycémie. Ensuite, ils ont demandé aux participants de réaliser la même tâche que lors de la première étude, c'est-à-dire qu'ils ont montré aux participants une vidéo avec des mots qui apparaissaient. Ils ont demandé à la moitié des participants de surtout ne pas faire attention à ces mots-là et ils n'ont pas de donner de consignes particulières aux autres participants. 3e phase de cette étude, ils ont réévalué le taux de glycémie. Et ensuite, ils ont demandé aux participants justement de réaliser cette tâche de Stroop. Au niveau des résultats, ils ont observé que le faible taux de glycémie des personnes qui avaient dû faire un effort de concentration en regardant les vidéos était associé à de moins bonnes performances pour la tâche de Stroop. Pour les études 4, 5 ou 6, c'est le même principe. Ils ont simplement utilisé d'autres procédures pour épuiser le self-control. L'idée est de montrer que ce mécanisme fonctionne dans des situations très différentes, ce qui permet de généraliser les résultats. Ils ont donc demandé aux participants soit de contrôler leur attention, soit de compléter une tâche de Stroop qui a aussi tendance à épuiser notre self-control, ou simplement ils ont demandé aux participants de contrôler leurs émotions. Le taux de glycémie était à chaque fois contrôlé avant et après d'avoir effectué la tâche qui épuise le self-control. Ensuite, pour ces 3 expériences, les participants devaient réaliser une tâche qui était impossible. L'idée est que s'ils abandonnent vite, on va supposer qu'ils avaient déjà un self-control qui était plutôt épuisé. Par contre, s'ils s'accrochent longtemps à essayer de réaliser cette tâche, ça signifie qu'ils avaient encore du self-control en réserve. Les résultats de ces 3 études montrent encore une fois que le faible taux de glycémie est associé avec moins de persistance. À partir de l'étude numéro 7, l'idée était de savoir si boire une boisson riche en calories permet à la fois de restaurer le taux de glycémie et donc le self-control. Cette étude numéro 7 comportait 4 grandes étapes. La première étape était d'évaluer la performance des participants à la tâche de Stroop pour voir un peu quel était leur niveau de base.
Ensuite, ils ont demandé à la moitié des participants de regarder une vidéo en faisant attention à ce qu'ils regardaient, et à l'autre groupe, même chose, ils avaient demandé de simplement regarder la vidéo tranquillement. Donc c'est la même tâche que l'étude numéro 1. Ensuite, ils ont proposé aux participants soit une boisson riche en calories, soit une boisson qui avait le même goût mais qui contenait très peu de calories. Et la quatrième étape de cette étude était de mettre les participants face à l'exercice de la tâche de Stroop pour voir s'ils allaient mieux réussir avec une boisson riche en calories ou avec un placebo. Les résultats de cette 7e étude sont ici. Donc ils ont évalué le nombre d'erreurs à la tâche de Stroop. Donc je rappelle, une erreur c'est quoi? C'est-à-dire que si vous avez le mot ici en haut à droite, la bonne réponse c'est bleu. Et si vous dites orange parce que vous lisez le mot, à ce moment-là ça correspond à une erreur. On retrouve les différents groupes. Donc en noir ce sont ceux qui devaient regarder la vidéo normalement sans devoir empêcher d'attirer leur attention sur les mots qui apparaissaient. Ici en gris ce sont les participants qui devaient faire particulièrement attention de ne pas regarder les mots qui apparaissaient. Vous avez le groupe placebo. Et ici vous avez le groupe des personnes qui ont bu une boisson riche en calories. Et ce que l'on observe, c'est que ceux qui ont dû faire attention, qui ont eu a priori un épuisement de leur self-control, ont eu plus d'erreurs à tâche de Stroop quand ils n'ont pas eu l'occasion de boire une boisson riche en calories. Par contre, quand ils ont bu une boisson riche en calories, ils réalisent des performances qui sont semblables à ceux qui n'ont pas dû réaliser d'efforts particuliers. Et donc c'est cette étude qui donne l'idée d'ingérer du sucre pour rétablir notre self-control. Ils ont voulu reproduire cette expérience pour confirmer les résultats et pour montrer que ça fonctionnait également dans d'autres contextes. Ici les étapes étaient dans un ordre différent. Ils devaient tout d'abord soit consommer une boisson riche en calories, soit un placebo. Et ensuite il y a un groupe de participants qui devaient penser à leur propre mort, ce qui est très épuisant au niveau cognitif. L'autre groupe devait juste penser à des douleurs dentaires. Ensuite, ils ont proposé aux participants de réaliser un petit pulse pendant 6 minutes, histoire de ruminer soit sur les douleurs dentaires, soit sur leur propre mort. Et à la fin, les chercheurs ont demandé aux participants de réaliser un exercice, c'est-à-dire d'associer des fragments de mots. On voit les résultats dans cet histogramme ici à droite. Donc, on voit sur l'axe désordonné tous les mots qui n'ont pas été réussis. Ce que l'on voit, c'est que ceux qui ont à la fois dû penser à leur propre mort et qui ont eu une boisson placebo ont moins bien réussi l'exercice que les autres. C'est-à-dire que même le groupe qui ont dû penser à leur propre mort mais qui ont eu une boisson riche en calories ont bien mieux réussi l'exercice. Et enfin, l'étude numéro 9 est partie de l'idée que aider les autres épuise notre self-control, et donc quand notre self-control est épuisé, on a tendance à être un petit peu plus égoïste. Cette dernière étude se comporte en 4 étapes. La première étape, c'était simplement de laisser des étudiants passer un examen, et donc ça revenait à épuiser leur self-control. Ensuite, ils ont proposé à la moitié soit une boisson placebo, soit à l'autre moitié, il y avait une boisson riche en calories. Ils ont demandé aux participants d'attendre un petit peu le temps que la boisson soit digérée. Et ensuite, ils ont posé des questions aux participants pour leur demander ce qu'ils feraient dans certaines situations. Par exemple, ils leur ont demandé combien d'argent ils donneraient à une association ou ce qu'ils feraient si une personne était dans une situation délicate. Est-ce qu'ils auraient tendance à ne rien faire ou à lui venir en aide ? Et ce qu'ils ont observé comme résultat, c'est que les participants qui ont une boisson riche en calories ont indiqué qu'ils allaient donner beaucoup plus ou venir plus en aide par rapport à ceux qui ont eu une boisson placebo. Donc ces 9 études vont dans le sens de leur hypothèse. Ils ont tout d'abord montré que épuiser notre self-control avait tendance aussi à réduire notre taux de glycémie. Ensuite, ceux qui avaient un faible taux de glycémie dû à un acte qui épuise le self-control avaient plus de mal ensuite à réaliser un effort. Et par rapport à la troisième hypothèse, il semble avoir montré que boire une boisson riche en calories avait tendance à restaurer notre self-control. Les preuves de l'importance du sucre pour le self-control semblaient solides et cohérentes, mais d'autres chercheurs ont été surpris par les résultats et ils ont analysé l'étude de Gallio et ses collaborateurs d'un peu plus près. Et c'est ce que l'on va voir avec la publication de Kurzban.
On va donc observer cette publication et cette analyse de Kurban. La raison pour laquelle il s'est intéressé à cette étude, c'est qu'il y a 2-3 choses qui lui paraissaient un peu étranges. Tout d'abord, il connaissait un petit peu les études sur le sujet et il savait qu'il existait des expériences comme celle-là où les participants ont dû effectuer une tâche pendant 45 minutes et pourtant ils n'ont pas observé de réduction du taux de glycémie. Une autre idée qui l'a intrigué, c'est que si on fait le calcul de la quantité de calories consommées pendant les exercices des expériences de Galio, on arrive à des valeurs extrêmement faibles. Il développe son calcul et son raisonnement. Il se demande tout simplement combien de calories est consommé avec l'utilisation de notre self-control. Il part de l'idée que notre cerveau a beaucoup de fonctions et donc le self-control c'est juste une activité parmi beaucoup d'autres. Il y a le système visuel, etc. qui consomme aussi beaucoup d'énergie. Et donc même si, comme on l'a vu avec Galio, le cerveau consomme 20% de l'énergie de notre corps, en réalité ces 20%, il faut les diviser avec toutes les tâches que notre cerveau effectue. On consomme par jour à peu près entre 2000 et 2500 kilocalories. Et donc, notre cerveau en consomme une partie, et ensuite la partie de notre cerveau consomme une toute petite partie de cette partie. Et donc, si on s'intéresse au nombre de calories consommées par notre cerveau par minute, on arrive à une consommation d'un quart de calories. Donc 0,5 calories consommées par notre cerveau par minute. Si les participants font une tâche de 5 minutes, c'est-à-dire qu'il faut ensuite multiplier par 5. Si on prend en compte que le self-control est juste une fonction de notre cerveau parmi d'autres, alors à ce moment-là, on arrive à une consommation de 0,0125 calories pour ces 5 minutes d'utilisation du self-control. Il poursuit son raisonnement en disant que ces 1% sont peut-être discutables et donc il va s'intéresser à la consommation de l'ensemble du cerveau. Et donc l'ensemble du cerveau consomme pour une activité de 5 minutes à peu près 0,2 calories. Et donc il rappelle que c'est quand même assez faible, ça représente 10% d'un seul tic-tac. Et donc si on demande aux participants d'effectuer une tâche qui sollicite leur concentration et leur self-control pendant 5 minutes, ils n'auraient qu'une consommation de 0,2 calories. La question que Kurzban se pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment observer une diminution du taux de glycémie avec une perte d'énergie aussi faible ? Ensuite, il précise une petite chose par rapport aux boissons qui ont été utilisées. Donc il y avait des boissons qui étaient riches en calories et il y avait le groupe contrôle qui avait une boisson qui officiellement ne contenait pas de calories. Mais en fait, cette boisson contient un tout petit peu de calories. Un verre correspondrait à peu près à 3 calories. Donc c'est très faible, mais comme nous sommes sur des valeurs extrêmement faibles comme 0,2, ces 3 petits calories représentent malgré tout 15 fois la consommation estimée. Donc c'est-à-dire que si vraiment notre cerveau avait une perte de calories importante qui entraînait une réduction des performances, finalement même la boisson placebo apporterait suffisamment de calories pour pallier à cette réduction. Et donc, il a voulu réanalyser les données de la publication de 2007. Il a demandé aux chercheurs de donner les données brutes pour pouvoir effectuer sa propre analyse. Les chercheurs avaient visiblement perdu les données de la première étude, donc il n'a pas pu analyser ces résultats-là. Ensuite, il a exclu la deuxième étude qui ne correspondait pas tout à fait à cette nouvelle analyse. Après, il s'est beaucoup intéressé aux études 3, 4, 5 ou 6, parce que ce sont des études où il y a eu une évaluation du taux de glycémie, ensuite une activité qui épuise le self-control, et dans un troisième temps, il y a une nouvelle évaluation du taux de glycémie. Et donc c'est exactement ce qu'il voudrait réanalyser, ce qu'il voudrait vérifier. Et il fait remarquer ici que dans l'étude précédente, les chercheurs n'ont pas apporté cette information-là. C'est-à-dire que dans les études 3, 4, 5 ou 6, ils se sont intéressés à la réduction de performance, mais ils n'ont pas retesté ou revérifié la première hypothèse. Les résultats de sa nouvelle analyse sont ici. Donc c'est rassemblé dans ce tableau-là. On voit les numéros des études, ça c'est les résultats de l'étude numéro 1, les résultats de l'étude 3, 4, 5, 6, et ça c'est la moyenne des études de 3 à 6. Donc il n'a pas pu récolter les données de la première étude, et donc il a juste récupéré les données qui étaient affichées dans la publication. Ce sont les données qui sont juste là. Donc ici on retrouve le 107 qui ensuite se transforme en 101
Et ensuite, on voit qu'avant, ce groupe-là avait une moyenne de 102 et ensuite ils avaient une moyenne de 103. Et donc ce sont les valeurs qu'on retrouve ici, le 107, le 101, et ici, ce groupe-là avait une moyenne à 102 et il est passé ensuite à 103. On voit ensuite les données des 4 autres expériences. Ici, c'est donc la moyenne du taux de glycémie avant d'effectuer la tâche qui épuise le self-control, et ça, c'est le taux de glycémie après. Et on constate qu'il n'y a plus de différence significative. C'est-à-dire que les résultats significatifs qu'on a eus dans l'autre publication concernaient uniquement ce groupe-là. Et ce que l'on constate, c'est que le taux de glycémie de ce groupe-là était quand même bien au-dessus de la moyenne. Et donc on peut imaginer qu'ils ont réussi à avoir une différence significative parce que au départ, l'évaluation du taux de glycémie de ce groupe-là était assez élevée. Mais quand on s'intéresse aux moyennes des autres groupes, on remarque qu'il n'y a plus vraiment de différence. Il faut prendre aussi en compte que l'instrument de mesure n'est pas extrêmement précis. Il l'évoque ici. La précision de l'instrument de mesure est à peu près de 3,6 mg par décilitre. Donc là, on est sur des valeurs extrêmement proches. On voit parfois que le taux de glycémie augmente légèrement, mais en fait, on est dans la marge d'erreur. Et donc, la conclusion de Kurzban, c'est que dans la publication de 2007, finalement, ils apportent uniquement les résultats qui vont dans leur sens. Le raisonnement de Kurzban, c'est que cette réduction du taux de glycémie est absolument nécessaire pour que leur théorie tienne la route. Parce que si on observe une réduction des performances alors qu'il n'y a pas finalement de réduction du taux de glycémie, alors ça voudrait dire que les deux données ne sont pas liées. Les analyses de Kurzban ont apporté de gros doutes sur l'influence du taux de glycémie sur notre capacité à accepter un effort. Mais il fallait pouvoir expliquer pourquoi les participants semblaient mieux tolérer l'effort quand ils boivent une boisson fortement sucrée par rapport à une boisson très peu sucrée. Les chercheurs ont donc envisagé d'autres causes pour expliquer pourquoi les participants des expériences réussissent parfois mieux leurs exercices. Et on va donc observer une de ces publications. Voici donc cette publication faite en 2013 et qui continue un petit peu ce débat. Ils sont partis tout simplement des études de Galliot et de l'analyse de Kurzban et ils ont acté que, effectivement, a priori, effectuer un acte qui épuise notre self-control ne réduit pas le taux de glycémie. Par contre, ils font remarquer que dans les expériences 7, 8 et 9 de l'étude de Galliot, les participants qui avaient une boisson sucrée avaient de meilleures performances que les participants qui avaient la boisson placebo. Et donc ils ont émis une hypothèse. C'est peut-être tout simplement les capteurs qui sont présents dans notre bouche qui ont sollicité les zones du cerveau de la récompense et de la motivation. Et ça expliquerait pourquoi il y a eu de meilleures performances. Ils ont globalement repris exactement la même procédure que les expériences de Galliot pour pouvoir bien les comparer. Et donc ils ont mené 5 études. Les 3 premières études permettent de refaire à peu près les mêmes expériences que Galliot, sauf que cette fois-ci, au lieu de demander aux participants de boire la boisson sucrée, ils leur ont simplement demandé de se rincer la bouche. Après, il y a 2 autres études ici pour montrer que boire une boisson sucrée ne suffit pas pour améliorer notre self-control, ça permet juste de le restaurer s'il a été épuisé dans un premier temps. Dans la première étude, les chercheurs ont tout d'abord évalué la compétence des participants à bien serrer une poignée. Ensuite, ils ont mis les participants dans des situations où ils devaient résister aux tentations. Dans l'étape suivante, les participants devaient ici soit se rincer la bouche avec une boisson qui était riche en calories, soit se rincer la bouche avec un placebo. Et ensuite, les participants devaient de nouveau serrer le plus fort possible une poignée, une seconde fois. Et l'idée, c'est que c'est un test de résistance qui permet d'estimer le self-control des participants. On a les résultats ici à droite et on constate que le groupe placebo a mis moins de temps à serrer la poignée par rapport au niveau de base qu'ils avaient évalué au tout début de l'expérience par rapport au groupe glucose. Donc a priori, d'après ce résultat, se rincer la bouche avec une boisson sucrée permet de restaurer une bonne partie du self-control et de maintenir des résultats alors que dans le groupe placebo, les résultats avaient plutôt tendance à s'effondrer. Pour les 2 autres expériences, les chercheurs ont utilisé à peu près la même procédure. Donc pour la deuxième étude, on demandait aux participants de lire un texte assez ennuyeux pour épuiser leur self-control. Et dans la troisième expérience, pour épuiser le self-control des participants, on leur demandait d'essayer de résoudre un problème impossible à résoudre.
Ensuite, on séparait les participants en 2 groupes. Il y a un groupe qui avait le placebo et un autre groupe qui devait se rincer la bouche avec une boisson riche en calories. Pour évaluer leur self-control, dans la deuxième étude, on demandait aux participants de consacrer du temps à une tâche impossible à résoudre, et donc plus ils consacraient du temps, plus on estimait qu'ils avaient rétabli leur self-control. Et dans la troisième étude, pour évaluer leur self-control, on leur demandait de boire une boisson assez écœurante, et plus ils buvaient de cette boisson, plus ça signifiait qu'ils avaient encore du self-control en stock. On a les résultats de cette étude dans ces 2 histogrammes. Donc à gauche, c'est pour l'étude numéro 2, c'est le temps passé sur un anagramme impossible à résoudre. Et on voit que ici, le groupe en noir a consacré plus de temps. Pour la troisième étude, on voit que le groupe qui s'est rincé la bouche avec une boisson riche en calories a bu plus de boissons écœurantes par rapport au groupe qui s'est simplement rincé la bouche avec une boisson placebo. On pourrait donc croire que c'est plutôt la détection du sucre dans notre bouche et les stimulations que ça provoque qui permettent de mieux restaurer notre self-control. Mais là encore, d'autres chercheurs se sont intéressés à ces résultats et ils n'ont pas réussi à les reproduire. En 2016, des chercheurs ont pu faire une méta-analyse et les résultats ne sont pas fameux. Une méta-analyse, c'est une publication qui regroupe une grande partie des études qui ont été faites sur le sujet pour voir ce que l'on peut vraiment se permettre de conclure. D'autres études ont donc été menées pour essayer de trancher sur le débat, et le problème c'est que ça n'allait pas du tout dans le sens de la théorie de Gallio et ses collaborateurs. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de refaire les expériences et ils n'ont pas observé les mêmes effets sur le rétablissement du self-control. Il y a d'autres études qui ont aussi essayé de reproduire les expériences de Heger en 2013 et ils n'ont pas réussi. C'est-à-dire qu'il y a des équipes de chercheurs qui n'ont à la fois pas eu d'effet dans le fait d'ingérer une boisson riche en calories et même le fait de simplement se rincer la bouche ne permettait pas de restaurer le self-control et d'avoir une meilleure performance. Ils ont conclu que le self-control n'a peut-être pas beaucoup de choses à voir avec le taux de glycémie ou avec l'ingestion d'une boisson sucrée. Il y a eu une autre expérience aussi réalisée en 2016 par Lange et ses collègues. Ils n'ont pas trouvé d'effet d'une boisson sucrée sur notre self-control. Ensuite, il y a des méta-analyses qui ont été réalisées à partir de toutes ces études et elles ne vont toujours pas dans le sens de cette idée. D'après les analyses de certains chercheurs, il y aurait un gros biais de publication, c'est-à-dire que les chercheurs ont présenté des études qui montraient un effet significatif, mais ils ont eu tendance à ne pas présenter les données qui n'allaient pas dans leur sens. Et ils concluent que les preuves de cette théorie sont assez faibles. Et il y a eu la même année, toujours en 2016, une autre méta-analyse. Dans cette méta-analyse, ils en ont conclu que épuiser le self-control ne modifie pas le taux de glycémie et ils ont trouvé un petit effet du fait de se rincer la bouche sur les performances de notre self-control, mais là encore, ils suspectent un gros biais de publication. Ce résultat est aussi un petit peu étrange parce que si le fait de se rincer la bouche est suffisant pour restaurer notre self-control, alors logiquement, le fait de boire une boisson sucrée devrait également être suffisant. Observez que se rincer la bouche est plus efficace que d'ingérer directement des boissons riches en calories, ça c'est très difficile à expliquer à part par un biais de publication. Dans un livre sorti en 2016, les chercheurs semblent avoir abandonné l'idée de restaurer notre self-control avec du sucre. Ils évoquent juste à la page 139 pour dire qu'il y a quelques problèmes avec cette théorie, que ce soit en ingérant du sucre ou que ce soit en se rinçant la bouche avec une boisson fortement sucrée. Après, prendre du sucre pourrait nous aider à accepter un effort si nous sommes sur le point de faire une crise d'hypoglycémie, mais ça ne va pas plus loin. J'aime bien ce sujet parce que c'est un peu un cas d'école qui permet de montrer que même si une étude semble proposer des résultats solides, ça peut valoir le coup de l'observer à la loupe pour peut-être repérer quelques failles. Je vous dis à bientôt pour continuer à décortiquer quelques théories en psychologie.